Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire Comment sécuriser votre système d'information avec Microsoft Defender for Business. On va pouvoir commencer et avant de commencer, d'abord une petite visibilité sur le sommaire et les participants de ce webinaire. Aujourd'hui, je serai là pour vous accompagner sur toutes les questions que vous pourriez avoir. Je le redis, n'hésitez pas à utiliser le petit chat qui est à droite de votre écran pour nous poser toutes vos questions. Je serai la voix de vos questions et je les poserai tout au long de la session à nos deux experts du jour. Donc, premier, Antoine, que je laisserai se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Antoine Leroux, et donc moi je travaille pour la société donc Empower en tant que consultant avant-vente avec une appétence technique. Donc je m'occupe d'aider nos commerciaux et nos clients à trouver les meilleures solutions Microsoft, notamment d'un point de vue sécurité. Et deuxième, merci Antoine, deuxième participant aujourd'hui avec nous en tant qu'expert guest star, on peut le dire, Julien des équipes de Microsoft. Je te laisse te présenter aussi. C'est trop d'honneur. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Donc effectivement, Julien, moi je suis architecte donc cybersécurité dans la division qui s'occupe de nos partenaires donc chez Microsoft. Super, merci beaucoup. Et donc voilà, sur le côté gauche, vous pouvez le voir qu'on passera aujourd'hui quelques mots sur la partie cybersécurité, ensuite une présentation de Microsoft Defender, la partie business, l'approche déploiement, et ensuite, voilà, on prendra le temps de répondre à vos questions et réponses. Je vais les poser aussi au fur et à mesure, et on reviendra à la fin sur toutes les questions qui restera. Et sans transition, Antoine, à toi la parole, je t'en prie. Parfait, merci Lucille. Donc on va commencer effectivement par quelques mots sur la cybersécurité. Alors pas forcément axé chez Microsoft, mais plutôt la cybersécurité d'un point de vue global. On aime à rappeler ces trois définitions qui sont un peu hétéroclites. La première qui est de Guillaume Poupard, qui était l'ancien directeur de l'ANSSI. Donc ce qu'est finalement la sécurité numérique aujourd'hui, et lui dit qu'en fait c'est important d'aujourd'hui de mettre la sécurité au cœur finalement de tout le système, tout l'écosystème que vous fournissez à vos collaborateurs. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir la cybersécurité comme un mal nécessaire finalement et indispensable pour mener à bien le développement d'une organisation. On a également la source Cisco sur la cybersécurité, donc qui nous parle bien entendu de tout ce qui est protection des systèmes, des réseaux, mais également de tout ce qui est aussi périphérique des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi oublier. C'est pas parce que j'ai mon réseau, mes applicatifs qui sont sécurisés qu'il faut effectivement oublier tout ce qui va être appareil mobile et système électronique qui pourraient être associés à ce système d'information. Donc voilà, on vous a mis juste ces trois petites définitions pour bien rappeler le contexte de la cybersécurité. On est bien sur finalement un écosystème global complet au sein d'une organisation, à la fois sur des choses que vous maîtrisez pleinement comme vos données internes, etc., mais également tous les systèmes et toutes les personnes qui pourraient graviter autour de cet écosystème. On a cette petite slide sur la notion de paradigme. Alors, il y a un joli petit château fort sur la partie droite. C'est pour définir qu'en fait, on a changé de paradigme depuis quelques années maintenant. Au préalable, finalement, sécuriser un système d'information, c'était quoi? On avait le principe du château fort. Vous construisiez des douves de plus en plus profondes, vous mettiez des murs de plus en plus hauts, etc. Et finalement, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de votre château, c'était votre système d'information. Donc, vos data centers, vos réseaux, vos collaborateurs, vos équipements, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, avec l'explosion de tout ce qui est notion du cloud, de partenariat transverse avec les organisations, etc., on se rend compte que ce paradigme qui était de monter des murs de plus en plus haut, et ben finalement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui dans la cybersécurité. Donc le nouveau paradigme que l'on doit apprendre, c'est finalement aujourd'hui toutes les organisations vont, voire même se sont déjà fait attaquer. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'il est impossible de parer à l'ensemble des attaques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on adopte aujourd'hui, les organisations adoptent une stratégie, une approche de défense qui est finalement fondée sur le risque, et que le but finalement de tous ces systèmes de sécurité, c'est d'atténuer au maximum le risque. Donc que ce soit par exemple atténuer la fuite de données, atténuer le temps pour détecter une attaque, etc. Mais en tout cas aujourd'hui, l'idée de venir consolider au sein d'un même écosystème l'intégralité de votre sécurité, de votre système d'information, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est plus possible d'un point de vue sécurisation. Donc juste pour mettre un petit peu en parallèle par rapport à ce qu'on vient de dire, une petite slide sur finalement la sécurité qui est aujourd'hui devenue une priorité pour les PME. On voit des chiffres qui sont assez affolants, plus de 300% aujourd'hui d'attaques de ransomware au cours de l'année et qui ont ciblé 50% des plus petites entreprises. Donc voilà, on est sur vraiment un chiffre qui explose de plus en plus. On a à peu près 25% aujourd'hui des PME qui déclarent avoir subi une faille de sécurité sur les dernières années. Donc là encore, ça touche tout le monde de partout, dans tous les secteurs. Donc ça, c'est important. On veut pas entre guillemets pousser effectivement dans le côté un peu tragique de la cybersécurité, mais sachez en tout cas que ça touche tout le monde de plus en plus, et même des sociétés aujourd'hui qui sont très petites avec
potentiellement une faible visibilité se font aussi attaquer simplement par des hackers et des attaquants qui aujourd'hui marchent à l'opportunité plus qu'à la cible qu'ils ont détectée en amont. Voilà. Et Antoine, une petite question, si on se fait attaquer, qu'on soit une PME ou une plus grosse structure, qu'est-ce qu'on risque réellement face à une attaque de cybersécurité comme celle-ci? Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y a déjà la fuite de données. Ça peut être une première chose. Donc, des données qui sont exfiltrées de l'organisation, qui ensuite, suivant le type de données, soit sont revendues sur le marché noir, soit tout simplement une extorsion aussi de fonds liée, par exemple, à un cryptolocker, en fait. Hein. Donc, vos données sont cryptées, vous ne pouvez plus les utiliser, et les attaquants, finalement, vous demandent une rançon pour que vous puissiez récupérer vos données. Aujourd'hui, c'est important. Hein. Il y a de nombreuses années, les assurances disaient, par exemple, qu'une entreprise sur deux ne se relevait pas lorsqu'il y avait, par exemple, un sinistre, un incendie dans des locaux d'une organisation. Aujourd'hui, on est à peu près à 70% des organisations qui ne se relèvent pas quand ils ont eu une attaque d'ampleur qui les empêche effectivement de retrouver l'intégralité des données métiers. Au-delà de ça, il y a un autre risque, si tu me permets, qui est lié aussi à ça. Souvent, ce qu'on constate, c'est que même si vous payez pour récupérer vos données, c'est presque pire. C'est-à-dire que les organisations criminelles savent que vous avez payé une première fois et donc sont tout à fait enclins à vous réattaquer une deuxième fois. Rien ne vous dit que vous allez récupérer vos données. Bon, en général, la plupart du temps, vous les récupérez, mais rien ne vous dit qu'ils n'ont pas laissé des traces chez vous et que vous n'allez pas vous faire réattaquer dans 2 ou 3 mois. Surtout que maintenant, ils ont comme information le fait que vous avez déjà payé une première fois. Il y a ce risque-là aussi qui est très présent. Et également, on a tendance à l'oublier, mais il y a aussi tout ce qui est réputation. Vous êtes une société qui a été attaquée, pour lesquelles des fuites de données ont potentiellement été constatées. Et donc, vos clients iront peut-être voir les concurrents parce qu'ils ont peur suite à cette attaque. Donc ça, c'est aussi l'aspect réputation qu'il ne faut pas négliger non plus. Parfait, merci Julien. Effectivement, tu as raison sur l'aspect réputation qui est extrêmement présente aujourd'hui et qui pose effectivement des soucis sur la notion de est-ce qu'on paye les rançons ou non. Dernière slide pour faire un petit peu le tour finalement aussi de ce qui est possible de trouver en termes de produits d'attaque en vente sur Internet. Alors cette slide, elle fait un peu peur. L'idée encore une fois, c'est pas d'être alarmiste, mais c'est juste d'être en pleine conscience en fait de ce qui existe aujourd'hui et de ce que les attaquants sont capables de faire. Juste à titre d'information, aujourd'hui un kit de ransomware, c'est 65 € à peu près sur le dark web. Donc autant vous dire qu'à ce prix-là, il y a beaucoup de gens qui peuvent se le payer à travers le monde et un kit de ransomware, ça peut attaquer des dizaines et des dizaines d'organisations. Donc l'idée, c'est juste de montrer qu'aujourd'hui, ce que vous payez par exemple pour sécuriser un utilisateur, un poste au sein d'une année, c'est juste le prix d'un kit de ransomware. Donc il y a vraiment un parallèle et une facilité finalement aujourd'hui des attaquants à trouver tout un tas de choses sur le dark web. Là on voit notamment des comptes compromis entre 100 et 1000 € par compte, des mots de passe volés, c'est à peu près 1 € pour 1000 mots de passe. Donc on est sur des choses effectivement qui sont extrêmement accessibles malheureusement et donc qui permettent d'avoir des attaquants qui sont à la fois organisés autour effectivement d'aujourd'hui quasiment des entreprises malveillantes, mais également des petits attaquants qu'on retrouve entre guillemets dans leur chambre d'étudiants. Donc important de se prémunir pour effectivement parer à tous ces types d'attaquants qui malheureusement pourraient subvenir sur vos systèmes d'information. On a également quelques slides sur la partie rançongiciel, qui est aujourd'hui la première menace pour les entreprises et puis les collectivités. Et puis le piratage de compte qui arrive de plus en plus souvent par la notion de messagerie. Donc là, on va retrouver la notion de rançongiciel, d'hameçonnage et finalement de phishing qui sont le plus utilisés aujourd'hui par les attaquants. Donc on a beau effectivement travailler beaucoup sur la sensibilisation aux collaborateurs, etc. Il y arrive effectivement que ce soit par ce biais-là que les attaquants entrent le plus souvent sur le système d'information. Alors soit effectivement pour extirper une usurpation d'identité, pour faire par exemple un déplacement parallèle, donc pour aller récupérer des comptes à plus haut privilège, ce genre de choses, soit pour exfiltrer de la donnée, comme on le disait, qui pourrait être positionnée sur un partage, sur un OneDrive ou ce genre de choses. Donc voilà pour cette première partie qui était globalement pour remettre un petit peu la cybersécurité au centre du sujet aujourd'hui. Donc j'espère avoir été clair et puis maintenant on va voir avec Julien finalement en quoi Microsoft peut répondre à ce type de menaces que vous avez aujourd'hui dans vos organisations. Ça marche, merci. Je vais voir si je clique sur Take Control, si je peux avoir la main sur les slides, c'est pas gagné, mais sinon je viens de te donner le contrôle, Julien, donc je vois beaucoup d'audace. Tu devrais avoir le droit. C'est très beau. La chance sourit aux audacieux, il paraît. Donc exactement. Je vois mon petit curseur qui se balade, donc ça devrait aller. Écoute, merci pour cette introduction. Effectivement, donc on va vous parler un petit peu de ce que Microsoft vous propose
pour sécuriser vos systèmes d'information. Alors, très rapidement, en introduction, je voulais remettre un petit peu les grandes familles de produits qui existent chez Microsoft parce que c'est pas toujours très simple de suivre, on peut le savoir, on le comprend même hein, que vous, en tant que client, n'êtes pas tous les jours sur les annonces de Microsoft et ça bouge assez rapidement. Les noms changent aussi de temps en temps, donc c'est pas toujours très simple de suivre. Pour essayer de remettre un petit peu de clarté, on a 5 grandes offres, 5 grandes familles de produits chez Microsoft. La première, c'est la famille Entra. Donc, ce qu'on va retrouver dans cette famille, c'est tout ce qui touche à la sécurité, la gestion, le contrôle de l'identité. Donc, on va retrouver là-dedans Azure Active Directory, on va retrouver un certain nombre de produits et de services qui visent tous à sécuriser ou gérer l'identité. Entra égale identité. Vous allez retrouver la deuxième famille de produits. Hop, j'ai cliqué, mais ça n'a pas marché. Attends. Ah si, Ouais. ça a fonctionné. Petit temps de latence. Ouais. La deuxième famille, c'est PureView, que vous avez peut-être entendu également. Donc, c'est la même chose, mais cette fois, pour tout ce qui est protection de la donnée. D'accord? Donc, Entra, identité, PureView, c'est tout ce qui touche à la gouvernance, à la protection de la donnée. La troisième s'appelle Priva. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais c'est une famille qui va s'enrichir également pour tout ce qui touche à la protection de la vie privée et tout ce qui est confidentialité de la vie privée. Évidemment, on va vous en parler dans la suite de ce webinaire, la grande famille Defender, dont on va retrouver là-dedans tout ce qui touche à la protection contre les menaces pour tout ce qui est dans le cloud ou pas dans le cloud d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'environnement Microsoft, c'était une famille qui s'appelait avant ATP. Vous avez peut-être entendu ces appellations par le passé pour Advanced Threat Protection. Donc, on a renommé cette famille ATP en Microsoft Defender. Et donc, on va retrouver là-dedans tout ce qui touche à nouveau à la protection contre les menaces. Et la petite dernière, Microsoft Intune. Alors, Microsoft Intune est également l'outil de gestion de terminaux dit MDM, hein, si vous le connaissez, que l'on a. Mais ça représente également aujourd'hui une famille de produits qui s'est enrichie il y a quelques semaines, allez, quelques mois maintenant, avec la suite Intune, où on va retrouver dedans tout ce qui touche à la gestion des périphériques. D'accord, au sens large, donc pas uniquement les périphériques Windows, mais également iOS, iPadOS, Android, du Mac, du Linux et maintenant également du Chrome OS. D'accord ? Donc, ce sont les grandes familles de produits. Ça veut dire que demain, si Microsoft doit développer un nouveau service autour de l'identité, il s'appellera Microsoft Entra quelque chose. Si c'est quelque chose pour la protection contre des menaces, ça sera du Microsoft Defender quelque chose, etc. Tout ça pour vous permettre un peu d'y voir un peu plus clair dans ces offres. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler effectivement de la famille Defender et un outil en particulier dans la famille Defender, simplement pour rester un petit peu sur la transition avec l'introduction qu'on a pu vous faire avant. Toutes ces choses-là doivent être protégées dans un système d'information aujourd'hui. Évidemment, on en a parlé en introduction, hein, la donnée est quelque chose qui doit être protégé. Tout le monde l'a compris, il suffit de regarder le journal télévisé aux 20h pour s'apercevoir qu'effectivement, la donnée était quelque chose qui était extrêmement convoité par les organisations malveillantes. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Néanmoins, la donnée n'est plus la seule chose aujourd'hui qui est ciblée par les organisations malveillantes. On va retrouver également l'identité. L'identité, avant, était principalement utilisée pour se procurer de la donnée. Aujourd'hui, l'identité est quelque chose qui est également très facilement monnayable sur le dark web. Tout simplement parce que l'identité est centrale et qu'elle va permettre d'accéder à tout un tas de choses. Elle va permettre de, évidemment, se connecter sur un périphérique sur lequel on va retrouver de la donnée. Elle va permettre de se connecter à des applications cloud sur lesquelles potentiellement on va retrouver de la donnée. Donc l'identité aujourd'hui est quelque chose qui est à nouveau une cible privilégiée pour les organisations malveillantes et c'est quelque chose qui est devenu assez central pour les organisations malveillantes. Donc à protéger évidemment. Le périphérique, évidemment c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui et donc je reviendrai dans quelques instants sur l'offre que nous proposons pour protéger vos périphériques, mais également protéger l'infra, protéger les applications et le réseau.
Tout ça, en fait, c'est regroupé, donc je le disais, dans la famille qui s'appelle Microsoft Defender. Donc, on va avoir différents produits, différents services pour venir protéger toutes ces choses qui sont affichées à l'écran. Le terme générique, hein, ce n'est pas une invention de Microsoft, ça représente ce qu'on appelle un XDR pour Extended Detection and Response. Donc, c'est un ensemble de produits et de services que nous vous proposons pour sécuriser toutes ces choses-là. Et donc, le XDR de Microsoft s'appelle Microsoft Defender. Dans cette grande famille, donc je le disais, je vais passer assez vite, donc simplement, si vous avez entendu les noms, donc pour la protection de l'identité, on va retrouver Defender for Identity. Pour la protection des périphériques, Defender for Endpoint ou Defender for Business, c'est la même chose. On va retrouver du Defender pour Office, pour la protection de la mailbox, etc. Je passe assez vite ces choses-là. L'avantage, avant de vous parler de Defender for Business, c'est quand on prend des solutions chez Microsoft, ce sont des solutions qui sont faites pour dialoguer les unes avec les autres. Donc, vous pouvez avoir envie de protéger vos mailbox avec du Defender for Office, par exemple, mais en général, ça ne se limite pas à la mailbox. Souvent, on reçoit un mail dans sa mailbox qui va s'installer sur un ordinateur, qui va aller essayer de se connecter à une application ou un OneDrive pour récupérer de la donnée. Donc, toutes ces choses-là communiquent les unes avec les autres. Quand on a des outils qui sont des outils qui proviennent d'éditeurs différents, eh bien, c'est des outils qui ne sont pas forcément faits pour communiquer les uns avec les autres, alors que lorsqu'on prend le XDR de Microsoft, eh bien, on a des produits qui nativement échangent les uns avec les autres. Donc, si on détecte quelque chose qui arrive par la mailbox, qui se propage au terminal et qui va ensuite essayer d'aller récupérer de la donnée ou des identités, eh bien, on a un seul portail de gestion qui est commun à l'ensemble de ces produits-là, qui vous permet très facilement de faire d'apporter de la cohérence et de la rapidité dans l'investigation et la réponse à d'éventuelles menaces. La protection des terminaux, maintenant, donc on a deux outils qui en fait n'en sont qu'un seul, s'appelle Microsoft Defender for Business ou Microsoft Defender for Endpoint. C'est le même produit, c'est le même service, on le verra tout à l'heure. Simplement, on a une déclinaison pour des organisations inférieures ou égales à 300 utilisateurs. C'est Microsoft Defender for Business. Et quand on doit aller au-delà, on prend des plans dit Enterprise, et à ce moment-là, on passe sur un produit qui s'appelle Microsoft Defender for Endpoint, mais finalement, c'est la même chose. Que va-t-on retrouver dans Defender for Business? On va retrouver pas mal de choses. Alors, avant de vous parler de ce qu'on retrouve dedans, on est capable de gérer, de sécuriser l'ensemble des grandes plateformes connues sur le marché. Donc évidemment Windows, à la fois client et Windows Server. Je pense que ça va surprendre personne normalement. Mais également, on est capable de sécuriser évidemment des terminaux sous iOS, iPadOS, Android, évidemment, du Mac, du Linux, également nos plateformes de virtualisation. Donc, vous faites l'achat demain d'un Defender for Business, et bien vous avez une solution pour gérer l'ensemble des plateformes que vous pouvez avoir déployées dans votre entreprise. Et vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les produits pour ça. Ce qu'on va retrouver donc, dans Defender for Business, c'est une offre assez complète. J'aime souvent, quand je parle de cette solution, insister sur le fait que Defender for Business n'est pas que, entre guillemets, l'EDR de Microsoft. J'expliquerai dans un instant ce qu'est l'EDR de Microsoft, rassurez-vous. Donc, on retrouve bien effectivement une partie EDR dans Defender for Business, mais ce n'est pas que l'EDR. D'accord ? Ça fait beaucoup d'autres choses. Et je vais dire un mot sur chacune de ces choses-là dans un instant. Simplement, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent, et à juste titre, hein, vous comparez nos solutions par rapport à la concurrence, et vous faites bien de le faire. Et on vous encourage d'ailleurs à le faire parce qu'on est plutôt confiant sur le fait qu'on a la meilleure solution du marché. Mais si on doit comparer notre solution, comparons des choux avec des choux et des carottes avec des carottes, parce que vous l'avez compris, si on compare des choux et des carottes, ça a beau être des légumes, le prix au kilo n'est pas toujours le même. Donc, comparons ce qui est effectivement comparable et sachez voilà, que effectivement, Defender for Business, ce n'est pas juste l'EDR de Microsoft. Alors, on va retrouver une première brique dite de gestion des menaces et des vulnérabilités, donc Threat and Vulnerability Management dans la langue de Shakespeare. Cette première brique, en fait, vous permet d'avoir un inventaire en temps réel de l'ensemble des logiciels qui s'exécutent sur vos terminaux. Donc, encore une fois, que ce soit du Windows, du Mac, de l'iOS ou de l'Android.
vous allez réaliser un inventaire en temps réel, donc c'est réalisé en permanence, et on va vous donner ce qu'on appelle un score d'exposition. C'est ce qu'on voit sur la petite capture d'écran ici à droite, qui va être idéalement le plus faible possible, c'est-à-dire d'être exposé le moins possible à des vulnérabilités. Plus ce score est faible, plus vous êtes sécurisé, plus il est élevé et plus vous êtes effectivement à risque. Les choses qu'on va vous détecter, c'est par exemple, vous avez, j'en sais rien, l'idée d'utiliser, saugrenu d'ailleurs, un navigateur de Google, par exemple, Chrome. Je ne sais pas qui aurait cette idée, on sait qu'il y a des gens qui le font de temps en temps. Bon, il n'y a pas de souci. Par exemple, vous ne l'avez pas mis à jour. Eh bien, ça, c'est potentiellement dangereux, hein. Tout le monde le sait aujourd'hui, tous les éditeurs, que ce soit Apple, Google, Microsoft et les autres, publient des mises à jour pour combler des vulnérabilités, d'accord? Des vulnérabilités qui sont la plupart du temps exploitées par des organisations malveillantes à un moment donné. Et donc, finalement, le rôle ici de cette brique, c'est bien d'identifier les logiciels que vous exécutez, les éventuelles vulnérabilités auxquelles vous êtes exposé parce que vous ne les avez peut-être pas mis à jour, et surtout de les prioriser, c'est-à-dire qu'on va vous afficher une liste par ordre de priorité, les plus urgentes étant celles qui sont en haut et qui doivent être adressées le plus rapidement possible parce que on aura peut-être connaissance qu'il existe sur le marché des malwares qui sont actifs et qui exploitent déjà ces vulnérabilités. Donc là, il y a danger et on va vous dire attention, ce truc-là, vous devez le faire immédiatement parce que si vous tombez sur le malware, c'est terminé. Donc ça, c'est cette première brique. Je fais un inventaire, je définis un score d'exposition et je priorise les actions pour remédier aux éventuelles vulnérabilités auxquelles vous pouvez être exposé. La deuxième brique, on appelle ça la réduction de surface d'attaque, l'ASR, donc l'attaque surface reduction en anglais. Elle a pour, alors j'aime bien faire le parallèle, en fait, je trouve assez simple avec la porte d'entrée que vous pouvez avoir chez vous. Vous avez une porte d'entrée, elle est peut-être blindée, elle a peut-être des serrures qui sont inviolables. Si quand vous partez le matin au travail, vous laissez la porte ouverte, on est d'accord que la porte blindée, elle sert à rien. Eh bien, n'importe quel système d'exploitation moderne, c'est la même chose, que ce soit du Windows, de l'iOS, de l'Android, arrive avec un ensemble de solutions, de fonctionnalités de sécurité. Certaines sont activées par défaut, d'autres ne le sont pas. Si vous n'activez pas ces fonctionnalités, c'est finalement comme la porte d'entrée ouverte, elles ne servent à rien. Et donc ça, c'est précisément le rôle ici de la réduction de surface d'attaque, c'est de vous donner des actions, des fonctionnalités que vous pouvez immédiatement mettre en œuvre chez vous. Donc, j'insiste, c'est contextualisé par rapport à vos licences ou par rapport au système d'exploitation que vous exécutez, hein, de vous donner des choses que vous pouvez mettre en œuvre pour venir réduire votre surface d'attaque. On appelle ça durcir vos systèmes d'exploitation et donc, par définition, rendre une attaque plus complexe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et ce que disait tout à l'heure Antoine, hein, les organisations malveillantes fonctionnent de manière opportuniste. Ils ont une sorte de ROI aussi, hein, d'une certaine manière, à justifier. Donc, s'ils passent trop de temps parce que vous avez mis en place toutes ces choses pour durcir vos systèmes d'exploitation, ils ne vont pas se casser la tête, ils vont passer au suivant, ils vont abandonner. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, hein, comme le cambrioleur qui arrive sur un palier, qui a une porte ouverte et l'autre qui est fermée, il va aller du côté de la porte qui est ouverte, hein, parce qu'il va passer moins de temps. Eh bien, c'est exactement la même chose et c'est donc précisément le rôle de cette brique ici, de vous donner ces indicateurs pour rendre des attaques plus complexes. La troisième fonctionnalité qu'on retrouve dans Microsoft Defender for Business, c'est ce qu'on appelle la protection de nouvelle génération. C'est ni plus ni moins l'antivirus de Microsoft. Donc l'antivirus qui, je le rappelle, est gratuit, peu importe le système d'exploitation que vous avez, peu importe la version de Windows que vous avez, il est gratuit. Et c'est le même pour tout le monde, hein, qu'on soit sur une version Pro, Enterprise ou à la maison. C'est le même moteur antivirus pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on le met en avant ici dans Microsoft Defender for Business? Il est gratuit. C'est que, évidemment, quand on va rajouter la licence Defender for Business, on va pouvoir réaliser des choses un petit peu plus premium que l'on n'est pas capable de faire sur le PC à la maison. J'en donne une qui, je trouve, est assez parlante. On va, une parmi d'autres, hein, être capable de faire ce qu'on appelle de l'analyse en détonation. C'est-à-dire que demain, vous allez être confronté peut-être à un nouveau malware. Il en existe, il y en a des milliers, des centaines de milliers qui sont créés littéralement tous les jours. Donc la probabilité
d'être le premier à rencontrer un nouveau malware n'est absolument pas nul, comme on pourrait l'imaginer. Vous allez rencontrer un malware donc, qui est nouveau, pas de bol, vous êtes le premier à essuyer les plâtres. Eh bien, que fait un antivirus traditionnel? On va d'abord vérifier si le fichier qu'on essaye d'exécuter est connu au travers des empreintes ou des signatures. Tout ça, ça ne va pas marcher parce que il n'était pas connu. On va réaliser un certain nombre d'investigations jusqu'au moment où finalement on aura toujours un doute parce que on ne connaît pas, on ne l'a jamais rencontré, on ne sait pas ce que c'est. Et bien dans le cas ultime, ce qu'on est capable de faire, c'est de prendre ce fichier-là, de le monter dans une machine virtuelle dans Azure qui va être créée pour l'occasion, tout ça de manière automatique, hein, c'est pas à vous ni encore moins à l'utilisateur de le faire. On va monter ce fichier dans une machine virtuelle dans Azure, on va l'exécuter, c'est ce qu'on appelle la détonation, et derrière, on va faire passer de l'intelligence artificielle pour vérifier ce qui se passe sur cette machine. Et si on se rend compte que la machine vient à se chiffrer, par exemple, après avoir exécuté le fichier, on sait qu'on a un ransomware en face. On va le classifier comme tel, on va le bloquer et surtout, on va mettre cette information à disposition de tous nos clients. Donc, voilà ce qu'on est capable de faire, entre autres, avec Defender for Business, en plus de l'antivirus traditionnel. Donc finalement, Julien, si je reviens sur juste la partie d'avant, ça nous permet finalement d'avoir une espèce d'environnement un peu bac à sable qui est géré, managé par Microsoft, mais dans lequel en fait on va exécuter des potentiels programmes malveillants. Et comme ça, on est sûr que notre système d'information à nous est complètement isolé et sans impact sur justement les données ou les informations qu'on pourrait avoir. Absolument, exactement. L'avant-dernière, donc c'est ah non, il en manque une, on a passé le DR. Tu peux revenir, j'ai peut-être passé. Alors attends, je vais juste. Hop. Eh ben non, on passe de. Et t'as pas le DR entre les deux? Vas-y, parle sur celle-ci, puis je J'en vous mets le DR profite, après. pendant Non, que mais vous c'est pas grave. cherchez pendant pas que vous grave, cherchez le DR, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser leurs questions dans le chat sur la partie de droite. N'hésitez pas, parce que Julien parle beaucoup, mais on a le droit de lui poser des questions, même s'il est très clair. Donc si vous pensez des trucs, n'hésitez pas. Et est-ce qu'on a cette slide de DR ou est-ce qu'on n'a pas de slide Oui, de DR? on va Non, mais l'avoir. je peux la faire sans, il n'y a pas de souci. J'ai compris le petit message subliminal qu'il fallait que j'accélère. Ah non, pas du tout, en plus. Alors, mais alors vraiment pas du tout. En plus, D'accord. on est bien dans le timing, on est très bien. Pas de Ça problème. Non, mais pas de souci pour le DR, on reviendra. Je peux revenir dessus maintenant, il n'y a pas de besoin du slide en soi. Donc le DR, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc ça veut dire Endpoint Detection and Response. C'est un outil qui aujourd'hui est indispensable à un antivirus, un complément d'un antivirus. Il y a quelques années, on ne s'imaginait pas avoir un PC sans un antivirus et sans un firewall. Aujourd'hui, il faut rajouter l'EDR. Donc ça, c'est qu'on prenne celui de Microsoft ou un EDR d'un éditeur concurrent, peu importe. Aujourd'hui, un EDR est indispensable, et j'insiste là-dessus, est indispensable sur un terminal. Que va rajouter l'EDR par rapport à un antivirus? C'est la partie analyse comportementale. C'est-à-dire que l'EDR va s'assurer en permanence qu'un poste de travail ou un terminal mobile, si on parle d'un téléphone par exemple, a un comportement qui est cohérent par rapport à l'usage qu'il a l'habitude d'avoir. L'exemple étant le poste qui a l'habitude de faire de la bureautique, donc peut-être de l'Outlook et de l'Excel toute la journée. Si ce même poste de travail demain vient à essayer de se connecter à tous les partages réseau de l'entreprise, essaye de faire des requêtes sur l'annuaire Active Directory en masse, par exemple, ça, c'est des comportements qui ne sont peut-être pas malveillants, mais qui sont en tout cas suspects et nécessitent une investigation. Ça, un antivirus n'est pas capable de le faire. L'EDR est capable, par contre, de vous apporter cette information-là. Et c'est extrêmement important puisque aujourd'hui, dans la modernisation un petit peu des attaques que l'on rencontre, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément toujours un fichier. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être une succession d'étapes ou d'actions qui se passent sur vos terminaux et qui vont mener à une attaque. Et donc ça, l'EDR est effectivement capable de vous alerter en amont pour vous dire attention, on a détecté chez vous qu'il y avait une succession d'étapes sur des postes, par exemple, différents ou sur des outils différents, que l'on sait être une succession d'étapes connues et rattachées par rapport à telle ou telle organisation malveillante. Et donc, vous allez vraisemblablement être attaqué. Réagissez avant que ce soit le cas.
Pour la petite information, hein, en général, quand une attaque survient, en tout cas lorsqu'elle est visible du client final, c'est-à-dire le poste qui est chiffré et inutilisable, il s'est passé généralement au moins une centaine de jours avant, pendant lesquels le pirate était présent chez vous, ou l'organisation malveillante s'était déjà introduite chez vous. C'est à peu près une centaine de jours en général, en moyenne. Donc, ça veut dire que, salut Vincent, excuse-moi, je dis bonjour à un collègue. Ça veut dire que pendant ces 100 jours, il a pu se passer tout un tas de choses. Il y a pu y avoir d'exfiltration de données, il y a pu y avoir des mouvements latéraux dont on parlait tout à l'heure pour essayer d'aller récupérer des comptes avec des privilèges élevés, etc. Donc tout ça, c'est des choses que le DR va être capable de détecter et de vous informer. Donc encore une fois, le DR, j'insiste et je termine là-dessus, est un complément aujourd'hui indispensable à un poste de travail, que ce soit celui de Microsoft ou non. Évidemment, nous, on préfère que ce soit celui de Microsoft, mais j'insiste encore une fois là-dessus, c'est indispensable. Autre technique peut-être que l'EDR peut combler, qu'on retrouve aussi régulièrement, c'est par exemple vous recevez une pièce jointe qui en elle-même n'est pas forcément un malware, n'est pas forcément un programme malveillant, mais en fait ce programme il va télécharger un jour au début de la semaine, il va télécharger 2-3 kilos sur internet, et puis la semaine d'après il va continuer de télécharger 2-3 kilos, puis au bout de quelques semaines, et c'est là où ça rejoint ton point Julien, hein, finalement l'attaque se prépare parce que sur plusieurs semaines on va télécharger quelques kilos, quelques paquets sur internet, et en fait c'est l'ensemble de ces paquets qui in fine va monter et va construire justement un environnement d'attaque. Donc il y a plein de systèmes aujourd'hui qui ne vont pas détecter finalement cette petit téléchargement, ce petit téléchargement qui provient de plusieurs périphériques. Et dans ces cas-là, le DR a aussi cette capacité-là, justement, via le principe de corrélation, de dire, tiens, c'est marrant, il y a un petit nombre de paquets qui sont téléchargés tous les jours ou toutes les semaines à destination d'un même collaborateur. Donc, voilà, c'est aussi en ça que le DR peut répondre sur ces techniques d'attaque assez sophistiquées que l'on retrouve malheureusement aujourd'hui. Alors, j'en profite parce que j'ai une question. Sur l'antivirus, on me demande quelle est, donc si la licence business est ajoutée à un utilisateur, comment ça se passe avec un poste libre sans utilisateur avec l'antivirus installé sur le poste, même s'il remonte dans la console? Cette question est claire pour vous? Je sais pas, mais je pense savoir. ouais. Defender for... Vas-y, Antoine, vas-y. Non, bah vas-y, Julien, tu avais commencé, je t'en prie. Tu me complètes si des fois j'ai Vas-y. répondu à côté, mais donc Defender for Business existe en 2 versions. Donc il y a une version effectivement qui est associée à l'utilisateur, et donc dans ce cas-là, il faut effectivement que la licence soit assignée à l'utilisateur pour fonctionner et remonter dans la console. Après, rien n'empêche d'utiliser l'antivirus seul, et donc il ne nécessite pas de licence, mais à ce moment-là, vous n'aurez que l'antivirus, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'EDR, vous n'aurez pas l'auto-investigation remédiation, vous n'aurez pas la réduction de surface d'attaque et toutes ces choses-là. Mais si vous voulez juste l'antivirus de Microsoft, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de licence. Par contre, effectivement, sinon, il vous faut assigner la licence à un utilisateur. Ça, c'est le premier modèle de licensing. Et sinon, vous pouvez, si la question concerne des serveurs, où effectivement, il n'y a pas forcément d'utilisateurs qui sont assignés à la machine, c'est une licence spécifique, donc qui s'appelle Microsoft Defender for Business Server, qui, elle, effectivement, s'applique à une machine plutôt qu'à l'utilisateur. Voilà, je ne sais pas si tu avais autre chose en tête, Antoine. Non, c'est exactement ce que j'avais en tête, effectivement, sur du machine partagée ou ce genre de choses. C'est des licences qui sont donc du coup spécifiques. Sinon, il faut absolument que chaque collaborateur qui va se connecter à la machine ait une licence qui lui soit associée en propre. Donc ça, après, ça va aussi dépendre par rapport à vos investissements et au souhait finalement que vous souhaitez avoir en termes d'usage sur les PC, de savoir quel type de licence vous pouvez prendre. Je te laisse Julien reprendre sur le dernier point, l'auto-investigation and remediation, s'il te plaît. Exactement, l'auto-investigation et remédiation. Donc, c'est le dernier module que l'on retrouve dans Defender for Business, qui vous permet d'avoir en permanence, donc 365 jours par an et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va dire un garde-fou, c'est-à-dire une intelligence, ça c'est de la pure intelligence artificielle, qui va, pour chaque alerte qui va être remontée, réaliser une auto-investigation. Donc, par exemple, on a quelque chose de suspect qui apparaît sur un poste, on va déclencher un scan antivirus, on va analyser ce qui tournait en mémoire, les partages réseau qui étaient montés, est-ce que l'utilisateur a envoyé des emails à ce moment-là. Donc, on va réaliser tout un tas d'analyses, de ce que ferait finalement un opérateur de sécurité, sauf que là, ça va être déclenché par l'intelligence artificielle.
Et l'intérêt, c'est qu'à nouveau, ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si un utilisateur part avec sa machine du bureau chez lui et navigue sur un site peu recommandable un 24 décembre à 23 heures, eh bien, ça va se déclencher là où, vraisemblablement, chez vous, il n'y aura personne pour investiguer ce truc-là. Donc ça, c'est l'auto-investigation et ça s'appelle remédiation parce qu'on est capable également de déléguer à l'intelligence artificielle la partie remédiation, c'est-à-dire non seulement l'analyse, mais si on détecte, j'en sais rien, par exemple un mail de phishing ou de hameçonnage ou un fichier malveillant sur le poste de travail, on va être capable de le mettre en quarantaine, de le supprimer, par exemple, de manière automatique sans avoir besoin de l'accord d'un administrateur. Donc ça, c'est vous qui choisissez finalement, si vous laissez tout à l'IA ou si vous vous laissez juste la partie analyse. D'accord. Mais ça vous permet, donc encore une fois, il faut imaginer sur un environnement de production, on peut, je ne sais pas combien de machines vous pouvez avoir chez vous, mais c'est potentiellement des centaines d'alertes qui peuvent remonter tous les jours. On n'a pas forcément des centaines d'analystes à disposition pour pouvoir investiguer. Donc là, c'est l'objet précisément de ce module-là. Donc voilà tout ce qu'on retrouve dans à nouveau Microsoft Defender for Business. Je ne sais pas si j'ai cliqué. On va retenter. Ouais, c'est bon. Donc on retrouve à nouveau la gestion des menaces et des vulnérabilités, la réduction de surface d'attaque, la protection antivirale, on va dire plus avec des scénarios un peu plus premium, l'EDR de Microsoft et l'auto-investigation remédiation. Toutes ces choses-là communiquent les unes avec les autres nativement dans ce qu'on appelle donc le XDR de Microsoft, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sont également interfaçables avec d'autres outils au travers d'API, si toutefois vous le souhaitez. J'ai une question pour toi, Julien. Donc, à la suite de la première question, si c'est une mise en situation là qu'on nous propose, donc je vais essayer de l'illustrer de la meilleure manière. Si j'ai des licences Business Premium comprenant Defender for Business, mais aussi des licences type Office 365 F3 et Business STD, je dois contracter la licence Defender for Business ou for Endpoint en fonction du nombre d'utilisateurs pour ces utilisateurs, c'est bien cela? Alors, le choix entre Defender for Business ou Defender for Endpoint se fait en fait en fonction du slide qui arrive peut-être juste après ou dans pas longtemps, si tu peux. C'est le slide juste après, effectivement. Hop. Voilà. Mais quelle magnifique transition, cette question. Merci à la personne qui l'a posée. Le choix entre du Defender for Business ou du Defender for Endpoint se fait principalement en fait en fonction du nombre de licences dont vous avez besoin. Si vous êtes une entreprise avec moins de 300 utilisateurs, effectivement, Defender for Business est celle qui va vraisemblablement mieux répondre aux besoins. Si vous devez aller au-delà, effectivement, à ce moment-là, il faudra prendre du Defender for Endpoint, soit en plan 1, soit en plan 2, en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin. Sachez que ça, c'est de façon unitaire. Donc, on parle juste de Defender for Business. Après, au-dessus de Defender for Business, je ne veux pas trop vous embrouiller avec ça, mais on a une suite qui s'appelle Microsoft 365. Et donc, Microsoft 365, pareil, se décline en différentes versions dans lesquelles on va retrouver ces différents plans. Donc, si je parle de Defender for Business, par exemple, on le retrouve dans la suite Microsoft 365 Business Premium. Si on parle de Defender for Endpoint en plan 1, on va le retrouver dans du Microsoft 365 E3. Et si on parle de Microsoft Defender for Endpoint en plan 2, on va le retrouver dans du Microsoft 365 E5. Donc après, je vous invite à vous rapprocher simplement de vos partenaires. Je pense que voilà, ils sont là pour vous aider et essayer d'optimiser au maximum les licences que vous pouvez avoir en fonction des achats que vous avez éventuellement déjà contractés et de ce que vous voulez faire. C'est un peu, alors souvent, et encore une fois à juste titre, on nous reproche la complexité du modèle de licensing de Microsoft et je vous rejoins à 100% là-dessus, c'est pas toujours très simple. L'avantage en fait de ce modèle de licensing un petit peu complexe, c'est qu'il est aussi tout à fait adaptable en fait à chaque situation. Puisque vous allez pouvoir juste prendre des options ou acheter un produit en standalone ou au contraire prendre un package qui va en regrouper plusieurs. Donc ça a l'avantage d'être hyper flexible et de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Mais effectivement, le revers de la médaille, c'est que ce n'est pas toujours très simple. Mais pour ça, rapprochez-vous de vos partenaires qui sont là justement pour vous aider à y voir beaucoup plus clair.
Votre partenaire privilégié Bluesoft Empower ex-Progelis, c'est ça que tu veux dire? Évidemment, évidemment. Évidemment. Cool, Parfait. merci pour cette réponse, très Eh claire. bien, avec plaisir. Et du coup, Antoine, je te relaisse la Ouais, parole et pour, ouais, merci Julie en tout cas pour cette approche, hein, puis pour nous avoir expliqué un peu ce qu'était Defender for Business et dans tout cet écosystème Defender chez Microsoft. Sur les dernières slides, ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'était la manière dont on peut déployer et finalement utiliser ces outils, parce que là, on a vu un peu la big picture avec Julien de ce qu'étaient ces outils et quelles étaient finalement leurs capacités. Mais après, vous me direz, maintenant je suis convaincu, comment je fais pour y déployer dans mon système d'information? Alors, très simplement pour tout ce qui va être onboarding des machines, donc vraiment pour finalement mettre à disposition l'outil sur les machines de vos collaborateurs, on va passer par ce qu'on appelle donc l'onboarding ou l'intégration. Et l'idée, en fait, c'est de venir déployer sur chacune des machines un agent qui, lui, ensuite, va remonter l'intégralité des signaux et l'intégralité des potentielles menaces directement au travers de la console Azure qui est unifiée, dont a parlé Julien précédemment. Et donc, pour faire l'onboarding des machines, il y a deux choses, hein. Soit on passe effectivement par déjà des outils qui nous permettent de faire par exemple une gestion de parc. Alors on va parler du Microsoft Intune, on peut parler d'un MECM hein, qui était le nouveau nom de SCCM. Soit on peut passer effectivement par des scripts ou via des GPO. Donc ça va dépendre de ce que vous avez dans votre organisation. Si vous êtes déjà équipé d'outils pour déployer ces agents, et très bien, utilisez-les. Ça peut être du Microsoft Intune, SCCM ou d'autres outils, ça fonctionne parfaitement. Sinon, on a toujours la possibilité via script pour des choses un peu particulières, type macOS, etc. Au niveau de l'intégration des serveurs, là encore, vous voyez qu'on a quand même une palanquée entre guillemets de possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par contre, le déploiement via Linux ne peut se faire que via script. Donc sur les distributions Linux qui sont aujourd'hui supportées par Defender for Business, on est obligé de passer par du scripting sur le déploiement Linux. Une fois que vous... Ouais, Julien, ça a changé? Une bonne nouvelle? Non, c'est tout bon. Je vois juste, non, il n'y a pas de souci, c'est tout bon. Je vois juste l'intégration des clients 10 plus. Sachez que Defender for Business peut protéger jusqu'à du Windows 7 aussi. Exactement. On peut remonter jusqu'à du Windows 7 SP1. Ça ne veut pas dire que l'OS sera supporté par Microsoft, hein, mais on peut l'intégrer dans du Defender for Business. Gardez juste en tête que si vous avez encore ces vieilles versions de système d'exploitation, toutes les mesures de protection dont on vous a parlé tout à l'heure, notamment l'EDR, je pense à celle-ci qui me vient en tête, ne sont pas forcément disponibles sur des versions anciennes de l'OS. D'accord. Mais par contre, vous allez pouvoir remonter des statuts sur l'antivirus, sur un certain nombre de choses. Mais voilà, si vous êtes confronté encore à des vieux systèmes, vous pouvez quand même les intégrer dans Defender for Business. Exactement. Et pour terminer, pour la configuration en tant que telle, donc ce qu'on disait, c'est qu'une fois qu'on a déployé finalement ces agents hein, au travers de soit d'outils, soit directement de scripts, après la configuration, ça se passe effectivement de la même manière. C'est soit on réutilise ces outils qui sont déjà en place hein, de gestion de parc, soit effectivement on va continuer à faire du scripting. Donc la configuration, ça va être simplement aller faire du fine-tuning, de la customisation par rapport à votre besoin. Donc on a déjà un package par défaut qui est mis en place par Microsoft. Et puis après, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans des détails de configuration un peu plus évolués, que ce soit par exemple sur un navigateur web, que ce soit la possibilité de se connecter à tel ou tel site, etc. Là, on va passer dans la customisation, dans du paramétrage en tant que tel. Et là, encore une fois, ça va passer soit par du scripting, soit par des outils qui sont en place. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, côté Bluesoft Empower, quand on déploie ce genre d'outils, on ne déploie pas forcément avec les configurations de base de Microsoft. Hein. On va quand même vous questionner sur quels sont vos besoins, quelles sont finalement vos pratiques, quelles sont les pratiques de vos collaborateurs au quotidien. Et on va déployer l'outil et ensuite on va venir le customiser, le paramétrer par rapport à ces besoins-là. On se rapproche aussi de plus en plus de référentiels qui sont fournis par l'ANSI, qui sont fournis par le CIS, etc., qui nous permettent, via des consoles type Intune ou MECM, d'aller configurer au plus près par rapport à des besoins que vous auriez dans votre organisation. Donc ces référentiels nous permettent de nous assurer finalement qu'on atteint un niveau de sécurisation qui soit optimal via l'outil de Microsoft et via des recommandations et des préconisations qui sont faites par ces instances qui, elles, sont dédiées à la sécurisation des systèmes d'information. J'espère que ça a été clair pour vous sur cette partie Defender. Puis je vais laisser la parole à Lucille pour terminer Alors aujourd'hui, s'il te plaît. oui, voilà, superbe. Mais avant, j'avais une question pour toi. C'était le produit réussissait à désinstaller les produits concurrents.
Alors, C'est pas c'est super pas pour toi. ouais, c'est à peu près clair. C'est pas Defender qui va désinstaller les produits concurrents, donc ni Defender for Endpoint, ni Defender for Business pour le coup. Par contre, effectivement, des outils type Intune hein, ou MECM aujourd'hui vont être en capacité, si ce n'est de désinstaller, mais au moins de désactiver les protections qui sont faites par d'autres systèmes. Et dans ces cas-là, effectivement, Defender for Business va venir prendre la main sur le système en question, sur le Et périphérique en donc, question, pardon. question suivante, je pense, qui est liée, c'est dans ce cas-là, le paramétrage se fait pas via la console Defender. Alors, c'est pas dans la console Defender, effectivement, qu'on va les désactiver ou désinstaller les anciens antivirus, c'est plutôt via les techniques de déploiement. Donc, soit, encore une fois, via de l'Intune, du MECM, hein, où on a la possibilité d'aller annihiler finalement les autres systèmes de sécurisation, soit directement par scripting ou GPO, hein, où on dit effectivement, si détection de tel ou tel outil de sécurisation, on le désactive ou on le supprime. Et dans ces cas-là, on vient installer et positionner ce nouvel agent qui est du Defender. Donc, Très on a clair. des solutions, mais c'est pas la solution Defender en tant que telle qui le fera. C'est d'autres solutions chez Microsoft. Ok, super. Merci beaucoup, Antoine. 14h47, merci Antoine de me relaisser la parole. Du coup, on a le temps pour encore des questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Je vais présenter les différents éléments qu'on avait avant et comme ça, on pourra répondre à toutes vos questions après. Pour aller plus loin sur ce sujet de Microsoft Defender for Business, on vous met à disposition tout le reste du contenu qu'on a sur le sujet. Donc là, vous avez à l'écran 2 QR codes. QR code de gauche qui va vous amener sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur le sujet et sur d'autres sujets. Ensuite, le deuxième QR code avec tout notre blog et notre site internet qui sont une pépite d'articles sur les technologies Microsoft. Et vous avez un super moteur de recherche. Vous tapez la techno Microsoft que vous recherchez et vous allez pouvoir trouver tous les articles qui sont liés à cette technologie. Donc, n'hésitez pas. Et puis donc là, vous avez dans les petits carrés toutes les thématiques qu'on a déjà traitées en article ou en vidéo, et on va vous mettre dans la conversation les liens pour que vous puissiez les consulter à loisir pendant la fin de cette session ou plus tard dans l'après-midi ou plus tard si vous le souhaitez. Et j'espère que ça pourra répondre à vos questions. Ouais. Pardon, Lucille, si je peux juste ajouter, là on a mis les 6 thématiques, hein, on a abordé bien plus, mais les 6 principales thématiques autour effectivement de la sécurisation. Donc ce qu'on disait avec Julien en introduction, il y a cette notion aujourd'hui de sécurisation du périphérique, ça vous l'avez bien compris, c'est ce qu'on a abordé aujourd'hui. Mais il y a aussi toute la partie sécurisation des identités, etc., que Julien a survolé un petit peu. Et typiquement dans ce genre de corpus documentaire, vous allez retrouver aussi cette sécurisation un peu plus globale de votre système d'information et de comment les outils Microsoft peuvent répondre à ces problématiques-là. Voilà. J'ai donc une question en plus pour toi, Antoine. L'analyse, management, administration de la solution nécessite un poste interne quasi dédié? Oui, non, peut-être. Et est-ce que Bluesoft Empower propose des services de suivi d'EDR pour le compte 2, par exemple? Donc un peu des services managers, on pourrait dire peut-être? Alors ouais, alors il y a effectivement donc 2 questions en une. Je vais répondre à la première. Est-ce que ça nécessite un poste interne? Alors effectivement, mettre en place tout un système de sécurisation, des magnifiques outils, et cetera, si derrière ce n'est jamais suivi, ne jamais regardé, ce qu'on disait avec Julien, c'est malheureusement il y a une réponse automatique, hein, qui est faite par ces outils si elle est paramétrée, mais en tout cas ça ne suffit pas. Donc bien entendu, vous n'avez pas des acteurs qui sont la plupart du temps en capacité de faire du 24/7. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui viennent à minima tous les matins, hein, par le principe, exemple de morning check, de venir vérifier un peu tous les signaux de sécurité qui ont pu se produire dans les dernières heures et de voir quelles sont les rémédiations que l'on y apporte. Côté Bluesoft Empower, on a deux offres, en fait, hein, deux capacités distinctes. La première, c'est effectivement de vous proposer ce qu'on appelle un morning check, c'est-à-dire que nous, tous les matins, on va faire pour vous le tour des consoles Microsoft et des consoles de sécurisation pour vous fournir finalement une synthèse relativement exhaustive de toute la partie sécurité de votre système d'information, que ce soit identité, périphérique, etc. Et vous faire la préconisation, finalement, la recommandation de ce que vous allez devoir traiter en priorité. Donc ça peut être un premier point sur lequel on peut vous accompagner. Et le deuxième point, c'est effectivement, hein, une gestion, un SOC managé finalement. Et là, on passe effectivement par des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler, qui peuvent fournir ce système de service, hein, de SOC managé en 24/7 sur différentes plaques à travers le monde pour assurer cette continuité de service en cas de besoin. Je parle, mais je suis en mute, donc vous ne m'entendez pas, évidemment. Classique. C'est un grand classique de Grand la classique. visioconférence ces 3 dernières années. Une autre question, Antoine, merci pour ta première réponse. La configuration et le paramétrage de Defender se passent du coup uniquement par script et non pas par la console en ligne. On avait 2 questions sur le sujet.
justement de savoir, comme tu parlais tout à l'heure de scripting, mais je crois pas que c'était pour la configuration de Ouais. Defender, c'était pour les solutions concurrentes. Ouais, alors sur la partie effectivement, sur la partie paramétrage en tant que tel, on va passer effectivement par du scripting comme vous l'avez vu ou par des outils type Intune, MECM pour toute la configuration et l'installation initiale de l'agent. Une fois que ça c'est installé, vous allez effectivement faire vos paramétrages directement dans la console, donc sur le navigateur web classique, et ensuite les paramétrages que vous avez mis en place dans cette console redescendront automatiquement à partir du moment où justement l'agent est installé et configuré correctement sur les différents périphériques. Donc pas d'inquiétude, c'est pas à chaque fois que vous changez un bouton, une case non qui était maintenant à oui, vous n'allez pas devoir refaire du scripting. Bien entendu, c'est les agents qui sont déployés et installés qui vont prendre la main, qui vont prendre le relais sur cette partie-là. Superbe, très clair pour moi. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, on est en train de vous rajouter dans la conversation les liens vers les différents articles dont je parlais tout à l'heure et vidéos. On vous avait mis un lien qui n'était pas bon, qui est un lien de SharePoint, donc c'est une erreur de notre part, je l'ai supprimé. Donc, vous n'aurez pas accès à notre SharePoint interne pour l'instant. Mauvais copier-coller. D'un point de vue sécurité, c'est peut-être pas plus mal. C'est pas plus mal, ça veut dire que c'est fonctionnel. Voilà, c'est très bien paramétré. Bravo à l'équipe qui s'occupe de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On vous mettra à disposition après le webinar, donc je pense dans l'après-midi ou demain, le replay avec notre chaîne YouTube. Donc on vous envoie un petit mail avec le lien vers le YouTube et les slides. Et on aimerait, parce qu'on essaie de s'améliorer un petit peu, on fait des webinars très régulièrement, mais on essaie de faire toujours mieux. Est-ce qu'il est possible pour vous de nous remplir le petit questionnaire de satisfaction? Donc là, vous avez un QR code à flasher et vous l'avez aussi dans la conversation. Il était envoyé un petit peu plus tôt, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous dire si ça vous a plu, s'il y avait des choses que vous auriez aimé voir abordées aujourd'hui qui ne l'ont pas été, ou autres, et on essaiera de s'améliorer. Et au passage, j'ai une autre question pour toi, Antoine, alors on va la prendre. Quelle est la différence entre le module gestion des menaces et vulnérabilités présent dans Defender for Business et Microsoft Defender Vulnerability Management? Ah, écoute, je vais laisser la main à Julien sur cette partie-là. Je pense qu'il a une réponse qui est plus synthétique, mais que je maîtrise moins. Donc, Julien, si tu as la réponse, je te laisse prendre la main. Oui, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne question. En fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que gestion des menaces et des vulnérabilités, c'est une partie qui est intégrée aux offres Defender for Business et Defender for Endpoint. Et on a effectivement, et c'est peut-être pour ça que tu ne connais pas, parce que c'est relativement récent, introduit un add-on qui s'appelle effectivement Threat and Vulnerability Management. Donc, c'est un add-on que vous pouvez prendre seul. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, moi, je n'ai pas besoin de l'EDR de Microsoft parce que j'ai un EDR chez un autre éditeur ou je ne suis pas intéressé par la réduction de surface d'attaque. Par contre, je suis intéressé par la partie gestion des menaces et des vulnérabilités. Donc, vous pouvez prendre juste ce module seul qui va vous apporter aussi, alors seul ou en complément de Defender for Business, parce qu'il peut également vous apporter des choses supplémentaires, notamment tout ce qui est analyse des plugins que l'on peut rajouter sur les navigateurs aujourd'hui, que ce soit du Edge, du Chrome ou autre. Vous pouvez installer des plugins qui peuvent malheureusement de temps en temps avoir des vulnérabilités ou être malveillants. Et donc, ce module-là vous permettra d'aller effectivement jusqu'à ce niveau de détail. Donc, c'est un add-on à du Defender for Business si vous voulez récupérer les 3-4 scénarios supplémentaires, ou c'est un produit seul que vous pouvez acheter, donc seul, si vous avez peut-être déjà de l'EDR ou d'autres choses chez d'autres éditeurs. Super, merci beaucoup Julien pour cette réponse. J'ai une question qui n'est pas une question, quelqu'un qui a fait un test d'onboarding Defender mais qui ne voit pas l'agent. Malheureusement, sans voir l'écran, ça va être très compliqué de vous aider d'ici. Par contre, n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour qu'on voit comment on peut peut-être intervenir pour vous aider et vous mettre en contact avec la bonne personne. Mais là, comme ça, à distance, sans la visu. Donner un peu de contexte également. Est-ce que vous avez fait l'onboarding par script? Quelle est la machine cible, etc. Et puis après, effectivement, on peut vous accompagner là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'état, il va nous manquer quelques infos de contexte pour malheureusement vous aider. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas de questions supplémentaires. Il est 14h56, donc je pense qu'on va terminer tranquillement avec 3 minutes d'avance. Ça me va très bien, c'est parfait. N'hésitez pas, pensez à remplir le questionnaire de satisfaction. Je vous l'ai mis dans la conversation et vous aviez le QR code pendant quelques temps là, sur l'écran. Merci beaucoup, Julien et Antoine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Lucille. D'avoir pris le temps, c'était hyper cool. Et passez une très bonne journée à tous et à bientôt.